Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous entendre sur votre plateforme d'écoute préférée et même de nous voir sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Bonjour Cosette! Bonjour Mélissa, bonjour à vous, chers abonnés, et merci encore une fois pour votre soutien via les notes que vous nous laissez et les commentaires en lien avec notre balado. Cet épisode fait partie d'une série spéciale cuisine familiale et on voulait vous offrir des trucs et astuces en cuisine pour la famille pour simplifier le quotidien et des conseils pratiques. Alors pour cela, on a encore le privilège de recevoir une consoeur nutritionniste et journaliste de formation, Geneviève Ogleman, une femme curieuse et gourmande qui est aujourd'hui une auteure à succès, une conceptrice, productrice et animatrice de télévision, une femme d'affaires engagée qui souhaite aider le plus de gens possible à adopter de saines habitudes alimentaires et de vie pour assurer leur santé et celle de notre planète. Geneviève, bienvenue encore une fois au balado des nutritionnistes en pédiatrie. Merci de m'avoir. Là, je suis très contente d'être avec vous. Puis, tu sais, c'est moi d'aider puis de donner des conseils aux gens là, pour simplifier la vie en cuisine, là, c'est ce qui est le plus important. Là. J'ai fait ma carrière autour de ça, là, de simplifier le quotidien des familles. Alors, je pense qu'on se rejoint là-dessus aussi, hein? Oui. Je pense, on te regarde cuisiner et ta passion, elle est palpable à l'écran. Et je dis, pour les parents qui te regardent et on se demande, est-ce que tu aurais des conseils pour éveiller ce plaisir-là de cuisiner qui est parfois dans un état comateux pour certains? Bien, moi, j'aime cuisiner, mais je suis une cuisinière paresseuse. Tu sais, j'aime pas les gros projets. J'aime pas ça quand c'est long. Je suis la première à décrocher quand c'est compliqué. Je suis vraiment une cuisinière efficace. Je suis quelqu'un qui faut que ce soit vite et j'aime plus passer du temps autour de la table que du temps derrière mes chaudrons. Le fourneau. Ça, tu sais, j'ai plein d'amis qui sont des grands foodies puis qui peuvent cuisiner des heures, puis faire des gros projets, puis faire des pâtes, puis faire des saucisses, puis faire fumer leur saumon. Moi, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Je suis dans la catégorie vraiment là, des gens là, efficaces et j'en tire vraiment une grande satisfaction quand j'ai réussi à faire la recette la plus rapide ou la plus simple possible. Pour moi, là, une victoire, c'est quand il y a le moins d'ingrédients possible, le moins d'étapes possible, puis le moins de vaisselle sale à la fin. Ah ouais? Donc, ça, là, pour moi, là, quand j'ai réussi à cocher les trois, c'est vraiment là, une belle victoire, une belle réussite. Donc, je pense que ça rejoint les gens qui n'aiment pas cuisiner, le fait que ce que je vais cuisiner pour moi ou ce que je vais penser comme recette, c'est à la base des recettes qui sont ultra simples puis qui sont vraiment réalistes là, pour les soirs de semaine. Oui, tu as raison, parce que si on regarde la liste d'ingrédients, la liste, c'est le nombre d'ingrédients. Il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, je n'ai pas besoin de flipper 2 pages pour finir à aboutir par arriver à comment préparer ce repas-là. Préparation. J'ai beaucoup de recettes qui ont 5 ingrédients seulement. Là, et pour moi, c'est des recettes qui sont très difficiles à développer parce qu'il faut que les 5 ingrédients soient parfaitement choisis puis que le mariage entre eux se complète puis que ça soit savoureux. Puis je n'ai pas de marge de manœuvre. Je ne peux pas ajouter un peu plus de ceci, un peu plus de cela pour compléter les saveurs. Il faut que ce soit
équilibré et goûteux juste avec 5 ingrédients. Donc, c'est des recettes qui sont difficiles à développer, à créer, mais qui, en retour, sont très faciles à cuisiner, donc qui sont très, très, très gagnantes là, quand on manque de temps, quand on est pressé. Ça, c'est mes recettes préférées, là, ces recettes-là. Oui. D'après toi, pourquoi attends, certaines personnes n'aiment pas? Oui, vas-y donc. Je voulais ajouter le fait que j'ai beaucoup aimé au début que tu as dit, Geneviève, que il y a différentes façons d'avoir du plaisir à cuisiner, puis on n'est pas obligé, en effet, d'avoir le plaisir de passer 3 heures en cuisine à faire des longues recettes. Il y en a qui l'ont, puis c'est parfait aussi, mais que ça peut aussi être possible de développer le plaisir à faire ces petites recettes rapides-là, puis c'est ça qui va faire que peut-être qu'à un moment donné, on va avoir envie de passer l'après-midi à faire plein de recettes, mais ça se peut que ça, on ne l'ait jamais. Puis quand tu t'es décrit, je me suis vraiment reconnue parce que, tu sais, des fois, je vois des gens puis ils disent « Ah, moi, j'aime ça, tu sais, préparer les gros repas. » Puis je me dis « Moi, j'aime ça quand c'est vite fait. » Puis j'ai justement hâte que tout soit fini. Je devrais peut-être apprendre un petit peu plus à apprécier le moment présent quand je le fais, mais j'ai hâte d'aller pouvoir le savourer avec les gens, le manger, le partager, plus que passer 4 heures en cuisine. Puis après ça, justement, souvent, ça devient fâchant un peu avec les enfants la semaine parce que si on passe beaucoup de temps, puis, 5-10 minutes, eux autres, c'est fini. Des fois, tu sais, on a l'impression qu'on n'a même pas la gratitude, puis on fait, hey, tout ce temps-là pour ça. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai beaucoup aimé quand ce descriptif-là au début, parce que ça m'a rejoint beaucoup, moi aussi. Ah oui, on est pareil là-dessus, là. J'aime ça m'enlever 3 couches de pression, puis voir les choses petites, là. Puis, je pense que je l'ai dit dans tous les épisodes là, de notre collaboration, là, les petits pas, pas partir en peur, pas se mettre trop de pression. C'est ça qui fait toute la différence. Donc, si on n'aime pas cuisiner, il ne faut pas s'imposer des recettes compliquées, on va décrocher. Mais si on commence avec des toutes petites recettes, toutes simples, des fois c'est juste de l'assemblage, des fois c'est juste des recettes là, qui sont là, des recettes sans recettes que j'appelle, là, juste comme de faire là, des petits mix d'ingrédients ensemble, une petite pizza sur un pain naan ou un petit bol repas avec des ingrédients mélangés, bien, ça nous valorise. C'est en cuisinant qu'on apprend à cuisiner. Il faut commencer quelque part. Voilà. Plus on cuisine, meilleur on va devenir, mais on ne peut pas espérer être bon comme un chef dès le jour 1. Ça va nous décevoir, puis on va se décourager. Donc, il faut vraiment y aller petit peu par petit peu, puis savourer nos victoires, savourer les recettes. Puis, des fois, là, la recette qui va être la plus appréciée, ce n'est pas la recette la plus compliquée. Fait que de se dire, hey, il faut de l'apprécier quand les gens autour aiment ce qu'on a fait. Et puis là, ça nous valorise, ça nous augmente notre confiance en soi, ça nous rend vraiment plus compétents à nos propres yeux. Puis on a envie de cuisiner parce qu'on a eu du plaisir à réussir. C'est dans la réaction des gens qu'on devient là, plus confiant. Là. Quand c'est simple, on dirait que c'est encore plus savoureux. T'sais, on mange quelque chose, tout le monde fait « Ah, c'est donc bien bon! » Puis on fait « Bien, en plus, c'est super facile à faire! » Fait qu'on a envie de la refaire, on est encore plus fiers qu'on dirait de l'avoir essayé. On se fait des bretelles en disant hey, exactement! Bien, c'était super facile, mais tu l'as fait, tu as pris le temps, puis avec ces petits pas-là, ben, c'est ça qui fait que tranquillement, puis sans, comme je disais, qu'on se rende là, à ce qu'on devienne, il y a encore là, il y a des gens qui ont des attentes des fois. Ah, mais tu sais, moi, je rouvre mon frigo, je ne sais jamais quoi faire. Moi non plus, je n'ai pas cette inspiration-là tout le temps un chef cuisinier qui va dire « Ah, moi, je prends ça, avec ça. » Ben non, moi aussi, je suis des recettes, mais j'ai quelques bases qu'avec des trucs que j'ai dans mon frigo me permettent de faire des petites recettes rapides qui plaisent à tout le monde. Puis c'est ce qui fait qu'on est capable d'avoir du plaisir à partager le repas puis à pouvoir connecter. Là. Ah oui, puis justement, moi, je dirais, on se tient loin des recettes de chef quand on est en cuisine, puis on revient vraiment à la base, à des trucs très simples, mais qu'on va réussir. Un hamburger, là, ben, on le fait, mais après, on peut le changer un petit peu. On peut mettre un peu de fromage feta dans la galette, puis mettre un peu de sauce tzatziki sur la boulette avec laitue, tomate, même peut-être tranche de concombre. Là, notre burger devient un burger gourmet. Mais il est rapide, facile à réaliser. Puis là, ça nous donne le goût d'improviser avec peut-être la pizza ou peut-être avec les tacos en allant chercher là, des petits raccourcis là, du commerce ou des petites sauces déjà faites. Puis
c'est comme ça qu'on fait des petits pas puis qu'on devient plus confiant plutôt que de partir avec le bœuf bourguignon là, qu'on aurait dit. Il faut rappeler notre mère 8 fois pendant la recette parce qu'on ne se souvient plus comment ça se faisait. Oui. On y va doucement. Je pense que ça fait partie des raisons pourquoi certaines personnes disent ne pas aimer cuisiner. C'est soit c'était pas quelque chose qui leur a peut-être été transmis, le plaisir de cuisiner. Ils n'ont pas eu, je pense, à développer les compétences des plus jeunes. Ils voient ça trop gros, c'est une montagne. Donc, de commencer petit, comme tu dis, petits pas, les petits pas vont aller loin. Mais pour un parent qui n'a pas ce plaisir de cuisiner, comment il pourrait réveiller ou essayer de transmettre un certain plaisir de découvrir les aliments et de cuisiner auprès de ses enfants? Oui. Mais c'est de transformer ça en activité, de transformer ça en partage, en collaboration, de vivre un moment avec son enfant. Même si l'enfant est tout petit, un enfant tout petit sur une chaise 11, il peut déchirer de la laitue ou il peut jouer avec des cuillères de bois pendant qu'on cuisine. De transformer ça en moment qu'on passe avec nos enfants. Puis après le repas, là, il peut être super simple. Là. Ça peut être des crudités, des trempettes, puis des petits wraps qu'on se fait là, maison ou juste des pièces détachées là, qu'on grignote. Mais on a passé un moment positif, un moment heureux avec nos enfants. Je pense que ça va être un leg, ça va être quelque chose que notre enfant va garder. Peut-être qu'il ne saura même pas qu'on n'aime pas cuisiner parce qu'on a été capable de transformer ça. Puis, de transformer aussi le contexte du repas. Si on se dit, OK, ben, on va faire un pique-nique dans le salon ce soir. On met une nappe à carreaux par terre, les coussins, puis là, ben, après, là, la recette devient secondaire, mais on va être excité, on va être content, on va avoir hâte, on va savoir qu'on fait plaisir à nos enfants. Fait que même si on fait juste des sandwichs pour souper ou on fait juste quelque chose de super simple, une salade de pâtes, ben, on a le moment qui vient après qui va nous encourager à poursuivre. Puis on peut faire du camping dans le sous-sol ou on peut faire un petit pique-nique au parc s'il fait encore beau. Il y a comme toutes sortes de petits moments qu'on peut créer pour briser la routine, pour se donner une motivation supplémentaire, faire une soirée mexicaine, une soirée, ça va nous donner comme un incitatif là, supplémentaire pour cuisiner plutôt que juste d'avoir le repas du mardi soir ordinaire où là, on ne sait plus quoi faire, puis on n'a plus d'idées, puis on n'a plus le goût, puis on n'a pas d'énergie. C'est juste de mettre un peu de piquant, de mettre une petite mise en scène. Là. Changer notre perception, en effet, aussi, c'est ça, de la préparation et aussi de l'heure du repas. Oui, c'est ça. De mettre de la musique ou de choisir, là, d'inviter nos enfants là, à participer dans cette mise en scène-là. Là. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ou comment on le fait, ou on mange dans quelle pièce, ou on mange de quelle façon, ou on mange, ou de faire un repas qui se mange sans ustensiles, juste avec les doigts. Fait que oui, ça demande la créativité, mais ça ne demande pas des compétences culinaires. Et des fois, c'est ça, c'est les compétences culinaires qu'on n'a pas, puis là, on se limite, on se croit pas capable, mais non, les compétences vont s'acquérir avec le temps, mais on a la créativité, probablement qu'on a l'imagination, qu'on a la petite dose de folie pour transformer le plat le plus simple en recette festive juste parce qu'on a ajouté le petit élément de surprise. Là, moi, je suis vraiment de cet avis-là. Puis je ne suis pas une fan des boîtes repas. Là. Souvent, les gens vont dire moi, je n'aime pas cuisiner, je vais m'abonner à des boîtes repas. Souvent, j'en ai testé plusieurs avec mon équipe, des boîtes repas différentes, puis c'était souvent très long. Donc, il y avait ça demandait pas mal plus de temps à faire qu'on pense. Souvent, c'est quand même assez coûteux. Il y a beaucoup, beaucoup de petits sacs, beaucoup de petits contenants. Fait côté environnement, c'était pas tout le temps top. Et c'était... Je suis mitigée là, quand j'ai demandé à plein de familles là, qui utilisaient ça, à quel point là, ça
ça donne des nouvelles idées, oui, mais est-ce que c'est durable? Puis est-ce que ça allège vraiment les soirs de semaine? Moi, en fait, quand je l'ai utilisé par moment, là, où on commandait des fois 1 à 2 repas, puis c'était un peu plus pour ça, justement, j'étais comme juste tannée de penser à quelle recette, puis bon, OK. Mais, tu sais, après ça, des fois, quand je reprenais toute ma liste de recettes, puis je me disais, ouais, mais tu sais, ça, on l'a déjà mangé, ça, je peux le faire, ça, je peux le faire, ça, je peux le faire. Puis quand je les faisais, ces recettes-là, bien, je le savais, là, quand même, ça nous prenait un petit peu plus de temps parce que c'est pas une recette que je connais. Puis même si j'ai des compétences culinaires, là, il y avait des trucs, des fois, qu'il fallait. En effet, c'est pas nécessairement vrai. Il y en a pour de vrai qui vont l'essayer puis qui vont, qui adorent, puis on fait let's go, allez-y. Tant mieux, mais tant ce sera mieux. pas. Oui, exactement, tant mieux parce que ça vous amène à cuisiner, puis surtout, ça vous amène à avoir le plaisir de cuisiner. Peu importe la recette que vous allez choisir, nous, c'est ça, là, développer ce plaisir-là pour ne plus le voir comme une corvée. C'est plus une tâche parce que c'est. Puis c'est pour ça que je dis, c'est de changer notre perception. Des fois, la recette est la même, mais tu l'as bien dit, présenter différemment. Je le change. Je vois ça aussi comme un moment familial, inviter les enfants à venir se joindre à vous au lieu que ce soit juste une personne qui est dans la cuisine, qui prépare tout. Tout le monde fait tout le reste. Après ça, OK, venez manger. Vite, 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 tout le monde a mangé. On est reparti. Bon, je suis repartie, je fais la vaisselle. C'est sûr que, tu sais, là, on n'apprécie plus. Donc, essayez que du début de la préparation jusqu'à ce que tout soit rangé, si on est capable de le faire sans obliger les enfants à venir nous aider non plus, on veut qu'il y ait envie de créer ce moment-là, puis ça devient un moment de connexion, des fois qu'on peut y tirer un peu plus que juste l'heure du repas. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est de trouver sa formule. Fait que, comme exactement, c'est ça. Les boîtes repas, ça peut être une formule pour certains, mais pour d'autres, ça a été moins concluant. Après, ça peut être de trouver, de se bâtir un répertoire de recettes rapides, de trouver toutes des recettes là, gagnantes, faciles à faire, éprouvées. Ça peut être une autre recette. Des fois, ça peut être de faire des journées de popote avec quelqu'un de plus expérimenté. Si on a une amie qui aime cuisiner, mais de dire hey, ça tenterait-tu là, qu'un samedi qu'on cuisine ensemble, il me semble que j'aurais besoin là, d'apprendre de toi. Puis là, ben, la personne va être sûrement très flattée de savoir ça. Puis elle va vouloir te donner des conseils, de transmettre un petit peu ses meilleurs trucs. Puis là, ben, on découvre des nouvelles recettes en même temps. Puis on repart avec des congés de repas parce qu'on a déjà un chili, on a déjà un plat mijoté ou une lasagne qui est prête à réchauffer. Fait que, d'avoir un partenaire, ça devient comme un petit mentor, là, quelqu'un qui va nous coacher pour apprendre à cuisiner, puis on va vivre un bon moment c'est ça. Pendant ce temps-là. Puis si ce n'est pas une amie, ben, ça peut être une tante, ça peut être quelqu'un là, qui a cuisiné toute sa vie puis qui va juste être heureux là, d'être notre personne ressource qu'on peut appeler si on ne sait pas comment faire une recette ou qu'on peut, des fois même avec maintenant le virtuel, se faire un petit Zoom de dire OK, là, grand-maman, montre-moi comment faire telle recette ou ma tante ou aussi mon oncle, de me dire, tes fameuses pâtes, là, j'aimerais ça les faire. Fait que là, on a un partage de connaissances, un partage de savoir-faire. Ça nous aide vraiment à apprendre à cuisiner dans le plaisir, là, en créant des liens avec les gens qu'on aime, que ce soit des amis ou des membres de notre famille. Là. C'est un autre bon truc. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, ça commence très, très jeune. Tu parlais des enfants tout à l'heure. Tu sais, avec une tour alimentaire très, très jeune, le moindrement, ils sont capables de se tenir debout 15-20 minutes. Ils sont capables de grimper. Il y a des couteaux adaptés pour les petites mains dès l'âge de 18 mois, que ce soit juste couper des cocombes, préparer des fruits. Donc, l'enfant manipule les aliments. Il peut les sentir. Il peut goûter parce que des fois, durant la manipulation, il n'aimait pas la cantaloupe. Là, il goûte. Mais je pense que c'est ça, le plaisir. Je pense qu'on transmet le plaisir avant de commencer à transmettre notre savoir. Je pense que c'est via le plaisir qu'on est capable de transmettre éventuellement des connaissances ou des techniques culinaires. Parce que je pense que c'est ça, les parents qui n'aiment pas cuisiner, qui pensent ne pas vraiment aimer ça, cuisiner, c'est, je pense, un manque de connaissances. Puis j'adore ce que tu proposes. Inviter un ami, une tante. Moi, c'est souvent ma mère. On se fait un Zoom. Maman, comment tu fais ça déjà? Des feuilles de vigne roulées. Tu sais, comment tu fais ça déjà? Comment tu roules? Comment tu es plié? Je pense que la COVID nous a amené, je pense, à revoir la cuisine des fois autrement. Moi, j'ai découvert les boîtes de cuisine durant la COVID. À un moment donné, tu n'as pas eu le choix, tu es fatigué, la COVID, tu ne peux pas sortir. Même si tu fais livrer, tu n'as pas l'énergie de cuisiner. C'est comme ça que je les ai découverts. Puis effectivement, je trouvais que c'était plus long à les faire.
que de moi-même acheter mes choses parce qu'il y avait des ingrédients que j'appréciais pas dans la recette, mais je me dis, c'est pas grave. Fait que je trouvais que j'avais plus gaspillé que si j'avais moi-même trouvé une recette similaire puis troqué un ingrédient vers un autre. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais cuisiné, vraiment quelqu'un qui va faire qu'un traiteur, ça peut être un premier pas. Regarde, tout est calculé, la portion est là, tu commences par ceci. Tu développes, mettons, je pense que j'aime ça, ce type de recette plus mexicaine ou plus vraiment des salades froides. Puis là, ça va peut-être te donner le goût. Si tu t'es fait accompagner un peu par le petit papier, par la boîte, tout est là, mais ça peut peut-être réveiller ce petit intérêt-là pour aller un petit peu plus loin parce que rapidement, on le réalise que côté budget, côté écolo. D'accord. Ça, on le voit comme un tremplin, comme étant quelque chose qui va nous aider là, à apprendre, puis à améliorer nos compétences, puis à découvrir d'autres recettes ou à élargir notre répertoire. Je suis tout à fait d'accord, là, ça peut être vraiment un bon moyen. Puis, ça me fait penser à peut-être une mise en garde là, pour les gens qui ont moins d'expérience en cuisine. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Méfiez-vous des recettes sur Pinterest ou des recettes sur TikTok ou sur Instagram. Ces recettes-là, il y en a tellement qui ne sont pas testées, qui ne marchent pas, que c'est truqué, que c'est du montage. Fait que là, finalement, on voit le bon résultat, on voit que ça a l'air super facile à faire, on l'essaie de son bord, et là, on voit que ça ne marche pas, et là, on pense que c'est nous le problème, on pense que c'est nous qui ne sommes pas bons. Et ça, pour moi, ça me choque. Tu sais, moi, je travaille tellement fort pour que mes recettes soient testées, soient fiables, soient solides. Avec mon équipe, on les teste des dizaines de fois, puis après, c'est un processus rigoureux, mais moi, j'ai développé un œil là, pour voir une recette sur les réseaux sociaux et de savoir ça ne marche pas. Je le sais, je vais juste lire, ça ne marchera pas, mais ça me choque parce que je sais qu'il y a plein de monde qui vont l'essayer, qui vont la rater et qui vont penser que c'est eux le problème et non la recette le problème. Fait que pour commencer à cuisiner, là, vraiment, là, mon truc, c'est fiez-vous à des sources fiables. C'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, mes livres ou savourer, mais il existe évidemment plusieurs très, très bonnes sources fiables au Québec ou un peu à l'étranger. Mais quand c'est quelqu'un, un visage connu qui endosse la recette, qui entérine, là, qui a vraiment mis son seau, c'est une petite garantie versus la recette TikTok sur les réseaux sociaux puis qui peut être une source de frustration puis de gaspillage d'ingrédients, de gaspillage de temps, puis juste comme qui va nous diminuer comme cuisinier. Là. J'adore ce point-là parce que la preuve, écoute, c'est drôle que tu en parles. Mon plus vieux, mon garçon, dernièrement, il a eu accès à TikTok, puis des fois, il va voir des recettes, puis là, il va me les montrer. Mais tu sais, je ne suis pas Geneviève Ogleman, mais là, tu regardes, tu dis, ça se peut pas, ça me... si vite, si simple, puis j'ai un doute, tu sais. Mais c'est vrai qu'on est très influencé par tout ce qui est rapide, tout ce qui a l'air beau et simple. Mais encore une fois, si tu ne connais pas la source, l'équipe qui l'a testé, ça reste... suspect. Donc, ça vaut la peine, je pense, d'aller vers des sources sûres. Tu sais, puis tu dis, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est pas pour rien que tu as autant de best-sellers. Fait qu'il y a quelque chose en arrière de ça, tu sais. Fait que, oui, on prêche. Les gens me font confiance, les gens vont dépenser des dollars pour acheter mes livres, ils vont dépenser des dollars pour acheter les ingrédients nécessaires pour mes recettes. Et ça, là, je le prends vraiment là, au sérieux. Pour moi, là, c'est tellement important que la recette soit fiable, réussisse, puis je transmets ça à mon équipe quand on teste, qu'on valide les recettes, quand on fait vraiment toutes les étapes. Je dis je dis, si on a un doute, si on pense, on le teste souvent dans différents fours, dans différents moules, de différentes façons, dans différents contextes, pour être sûr que la recette ne va pas juste réussir chez Savouré, mais qu'elle va réussir vraiment là, dans différentes maisons. Puis on a aussi des testeurs. Des testeurs autour, on envoie des recettes pour avoir le feedback. Les gens dans l'équipe aussi vont tester la recette dans leur famille après pour donner des commentaires. Fait que c'est un processus qui est long. Là. Je peux pas développer une recette pour demain. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça va me prendre plusieurs semaines de développer une recette juste parce que je veux vraiment lui donner le temps là, de reposer, d'être rédigé, de tester la recette écrite, de changer le pain, de demander à quelqu'un d'autre de la tester, d'avoir le feedback pour qu'une fois publiée, là, je sois confiante que la personne elle va la réussir. Puis ça, pour moi, c'est comme c'est non négociable. C'est la confiance que les gens me donnent, mais c'est ça que
c'est la responsabilité que j'ai, là, c'est de leur offrir un contenu qui est rigoureux. Puis c'est pour ça aussi que ça me choque quand je vois des recettes là, qui circulent sur les réseaux sociaux puis que je sais qu'ils ne fonctionnent pas. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est ça, c'est dommage. Puis aussi, quelque chose que j'ai fait aussi avec mon équipe puis depuis toujours, c'est on travaille avec une équipe artistique aussi, hein, avec des stylistes, avec des photographes, pour faire les photos. Mais pour moi, le mot d'ordre, c'est on ne trafique pas la recette, on la cuisine et on la photographie telle qu'elle. Puis des fois, ça m'est arrivé à travailler avec différents stylistes culinaires qui vont utiliser des pinces à sourcils là, pour placer le persil, puis qui vont vraiment là, travailler les ingrédients pour que le burger soit parfait, puis pour que tout, là, puis ils vont ajouter là, un petit peu d'huile ou un petit peu de lac, des fois même un petit peu de vernis. Là, la recette, elle ne se mange même plus à la fin, là, mais elle est belle, là, mais elle ne se mange même plus. Moi, là, c'est non, non, non. Avec mon équipe, on ne fait pas ça. Tout ce qu'on a photographié, là, on le mange à la fin, on le partage pour le dîner ou on le partage pour des doggy bags de tout le monde. Pas de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage, mais aussi, ce qui est écrit, on le cuisine et on le photographie. Bien sûr, on le photographie dans un joli plat, avec le petit linge à côté, avec la belle lumière, mais le résultat qu'on a obtenu, les gens vont obtenir le même résultat à la maison. Pour moi, ça, c'est vrai que c'est important parce que sinon, on fait la recette et on fait ça n'a pas trop l'air pareil que la recette. Puis dans le fond, encore une fois, c'est pas nous le problème, c'est que la recette, la photo a été retouchée. C'est ça, si la photo a été retouchée ou s'il y a plein de cure-dents en arrière, oui, c'est ça. Tout ça, puis là, tu te dis, après, je le fais chez moi, puis ça tombe, puis c'est ça tient pas. C'est souvent ça. C'est souvent ça la déception, c'est que des recettes qui doivent tenir en photo, ils tiennent pas. C'est ça, je pense, la déception. Parce qu'on mange avec les yeux, veut pas, on mange avec les yeux avant de manger. Exactement. Fait que moi, ce que j'en conclus, c'est que tes recettes ont mariné longtemps avant de se ramasser dans tes livres. Oui. Chaque livre là, demande une bonne année de travail. Puis, c'est sûr qu'au travers de ça, je vais faire l'émission, je vais faire le magazine web, mais c'est juste qu'il ne faut pas précipiter les choses. Il faut qu'une recette puisse être faite, refaite encore. Et puis, après, on va tester la congélation, on va tester la décongélation, on va tester les substitutions pour les allergies, on va tester toutes sortes de choses. Donc, la recette, elle va évoluer. Puis, à un moment donné, on est content, on est satisfait. Donc, là, on la fait passer à l'étape de la photo. Puis, la photo, ça devient un autre filet de sécurité parce que Marie-Christine, qui est une styliste culinaire avec qui je travaille depuis plus de 10 ans, elle va la cuisiner pour la première fois. Puis elle n'a pas fait, elle n'a pas vu toute l'évolution. Fait que là, la cuisine, puis là, elle va me poser des questions. Parfois, elle va me dire qu'est-ce que tu veux dire par là? Fait que là, pour moi, c'est un indicateur qui a peut-être une précision à ajouter dans la méthode. Puis là, à la cuisine, on la photographie, toute l'équipe la mange, puis là, ça devient une autre validation au niveau des saveurs, au niveau des commentaires. Fait que c'est sûr que c'est un processus qui peut être long, qui peut être rigoureux, qui peut être coûteux aussi, parce qu'une recette, je l'ai cuisinée beaucoup de fois, mais pour moi, c'est hyper important. Fait que quand des fois, on voit passer des recettes en quantité, mais je vous dis, là, la qualité, là, c'est ça qui nous donne la confiance. Puis notre temps est précieux. Quand on arrive le soir à la maison, on est épuisé, on a notre journée dans le corps, les enfants ont faim, on veut des valeurs sûres, puis on ne veut surtout pas gaspiller notre temps ou nos ingrédients. Fait que et on le sent, hein, ta passion, ton désir d'accompagner les familles. Mais je suis sûre qu'il doit y avoir quelque chose que tu détestes dans le fait de cuisiner. Est-ce qu'il y a quelque chose que... vaisselle. Oui, c'est ça, faire la vaisselle après. Hein, je pense que... Pour vrai, ça a toujours été bête noire, laver la vaisselle. Mais j'ai tourné ça en ma faveur en tant que tel. Je me dis, le défi que je me lance, que je lance à mon équipe, c'est est-ce qu'on peut salir le moins de vaisselle possible dans le processus? J'aime pas ça, faire la vaisselle, mais qui aime ça, laver la vaisselle? Puis c'est pas parce que j'ai une équipe que je dis, OK, là, moi, c'est pas grave, là, c'est quelqu'un d'autre qui va laver la vaisselle à ma place. Non, on est tous pareils là-dessus. Puis, donc, on a vraiment développé des trucs pour tout mélanger dans un seul bol ou pour éviter de salir des choses ou de mesurer des ingrédients dans un ordre
précis pour ne pas avoir à laver la cuillère à mesurer entre. Il y a toutes sortes de trucs que j'ai développés au fil des ans pour salir le moins de vaisselle possible. Puis ça fait partie, pour moi, c'est une partie intégrale du plaisir de cuisiner. C'est que la cuisine ne soit pas un champ de bataille à la fin. Qu'on n'ait pas, cuisiner une recette en 15 minutes, mais 45 minutes de lavage après, ça ne marche pas dans l'équation. Fait que, il faut, puis autant l'organisation, quand on s'installe pour cuisiner, si on a un comptoir encombré avec les factures, puis avec les circulaires, puis avec des livres, puis avec des on libère le comptoir, on se donne de l'espace, une belle planche stable, un bon couteau qui coupe, ça fait partie des essentiels pour avoir du plaisir à cuisiner. Puis, j'ai toujours un bol de compost à côté de moi, puis un peu d'eau savonneuse dans mon évier. Fait qu'après, là, ça devient là, clac-clac. Là. Mes retailles de légumes, tout ça, sont directement dans le bol de compost. Les cuillères ou toutes les choses sales sont directement dans l'eau savonneuse. Après avoir cuisiné, là, souvent, ma cuisine, elle est pratiquement rangée. Il y a juste comme la vaisselle du repas là, qui reste à gérer. Parce que quand, mettons, j'ai de l'attente pour le poulet qui cuit, ben là, je peux en profiter pour ranger un petit peu. C'est une méthode de travail. Puis, je ne me considère pas ultra organisée. C'est juste que j'aime tellement pas laver la vaisselle que j'ai trouvé des façons... Tu as trouvé tous les petits raccourcis, c'est ça, pour que ce ne soit pas un irritant qui t'empêcherait d'avoir du plaisir à cuisiner. Oui, c'est ça, ou qui fait que j'aurais moins envie de cuisiner souvent parce que je me dis, non, j'ai pas le temps pour gérer ou nettoyer. Ou tu sais, c'est parce que si on n'a pas nettoyé la veille, bien là, le lendemain, on n'aura pas le goût de cuisiner dans une cuisine sale. On n'aura pas le goût de laver la cuisine avant de commencer à cuisiner. Fait que là, c'est une roue qui tourne, c'est un cercle vicieux. Fait que c'est sûr que de limiter la vaisselle sale et de garder une cuisine libre, libérée, là, une cuisine désencombrée. Désencombrée. Ça aide beaucoup, beaucoup à avoir le goût de cuisiner. S'il y a plein de vaisselle sale empilée partout, là, ça nous arrive tous là, d'avoir une semaine où on a perdu le contrôle, bien, on n'a pas le goût de cuisiner, puis on n'a pas de fun à cuisiner là, entre les piles de vaisselle. Puis toutes ces petites astuces-là, autant dans tes livres que quand tu fais les recettes à la télévision, tu vas les donner. Ben ça, on le mesure là. Ça, on le fait tout dans le même bol. Fait que ça fait partie aussi de toutes les compétences qu'on développe puis qui fait qu'en effet, on a envie de la faire, la recette, quand on a « Ah oui, mon Dieu, regarde, il y avait juste 3 cuillères à mesurer pour un bol à laver après versus, en effet, toutes les choses qu'on voit passer en dessous. On le met en dessous, on le met en dessous, on le met en dessous. On fait « OK, mais moi, chez nous, je l'ai pas, ce comptoir-là magique, là, qu'il y a quelqu'un qui le lave. Ça s'en va où? » Ah oui, puis moi, quand j'ai commencé à faire des émissions de cuisine, là, j'ai tout de suite mis les choses au clair. Là. Moi, je veux pas les aliments précoupés, puis je veux pas avoir là, comme une cachette. Là. Non, je vais gérer les choses au fur et à mesure. En même temps. Parce que c'est ça la vraie vie, puis je veux que les gens aient confiance qu'en regardant l'émission, ils vont être capables de réussir la recette de leur côté aussi. Là, c'est vraiment hyper important. Puis ça me permet d'être connecté sur la réalité des gens. C'est pas... je fais vraiment une émission de soir de semaine. Je veux que la recette réussisse un soir de semaine. Oui. Un soir de semaine. Un soir de semaine. La cuisine le week-end avec un verre de vin, de la bonne musique. Non, c'est ça. C'est une recette de mercredi soir. Là, ça, c'est clair là, que je pense toujours à ça là, quand je cuisine. Alors, au nom de toutes les familles qui vont nous écouter ou nous regarder, merci tellement de faire tout ce que tu fais, ton authenticité, ta passion de vraiment coller à la réalité des familles, métro, boulot, dodo. Merci beaucoup, beaucoup pour ta participation, pour ta générosité, pour ton temps, pour tous les trucs et astuces que tu as proposés. Je suis sûre que les familles vont être préparées. Là, au mois de septembre, à la rentrée, là, on va tous être préparés pour la cuisine familiale. Alors, merci mille fois et au plaisir de pouvoir échanger avec toi dans le futur.
Ah, ben merci à toutes les deux. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous deux. Puis je souhaite vraiment là, comme un bel automne à tout le monde avec vraiment, là, on s'enlève 3 couches de pression puis on retrouve 3 niveaux de plaisir là, au travers de ça. Exactement. Et on met, je pense, le terme savourer au centre de la table. Ah oui, tout à fait. Comment bien terminer ça? Merci. Bye. Bye bye. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa! Bye Cosette!